on se regardait souvent, mais rien ne se passait. Et là, je lui sors la phrase « Tu me plais ». Il m'a dit « Mais c'est qui ça ?» Beaucoup ont honte, parce que quand tu es dépressif, c'est vu comme une faiblesse. Quelqu'un qui est dépressif ne veut pas forcément dire qu'il manque de force. Et puis j'ai été, à ce moment-là donc, j'ai été harcelée. J'ai entendu même encore récemment un jeune de 13 ans, 16 ans, qui s'est donné la mort dans sa chambre. Ses parents étaient au salon et les parents n'en savaient rien parce que la personne était harcelée. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. La dépression, un fléau. Tel est le titre du livre dont on reçoit l'auteur aujourd'hui. Tu l'auras bien compris, je te souhaite la bienvenue sur le podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs qui ont décidé de sortir de l'ombre pour impacter. Nouvel épisode, nouveau décor, nouvel invité. Tu connais la chanson. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles parce qu'on aime le sang. Cela étant dit, ce sujet, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, en général, surtout dans la communauté afro, c'est quelque chose qu'on vit chacun de son côté parce que très souvent, c'est tabou. Mais l'auteur qu'on reçoit aujourd'hui a eu l'outrecuidance de lever un pan de voile sur la dépression. Quelles sont les causes? Comment ça se manifeste? Mais surtout, comment en guérir? C'est le plus important. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de préciser que cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme d'intelligence artificielle qui permet de générer du contenu en automatique pour animer nos différents réseaux sociaux afin d'attirer des abonnés qualifiés. Au-delà de ça, si comme notre invité, tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, le programme Plume d'Élite est là pour vous servir. À cet effet, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, tu auras reconnu l'espace. Nous sommes sur l'espace Golden Luxury chez Ultimate Pod, le premier studio d'enregistrement de podcast en région parisienne. Donc, si jamais toi aussi tu as envie de bénéficier d'un décor et d'un son de qualité, rendez-vous sur ultimatepod.fr ou alors dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet tout en pensant à remercier la régie qui est gérée par Eman Kamga. Et on fait un gros big up à la mère de notre invité qui est aussi dans la salle. Caro Ona, on te fait un gros big up. Cela étant dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Ivana. Bonjour Valère, je suis très heureuse d'être là. C'est un honneur. J'espère que ça sera encore le cas à la fin. J'espère aussi, hein. Faut pas trop tirer sur moi. Alors Ivana, ouais. Si tu étais un homme, quelle est la première chose que tu aurais aimé faire? Si j'étais un homme? Ouais. Dis la vérité. Hein. Je pense que si j'étais un homme, j'allais aller dans des vestiaires de garçons. Faire quoi alors? Pour les jeux de foot. Je sais pas, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est réservée exclusivement aux hommes. C'est-à-dire, j'allais aller dans un endroit où il y a des sportifs, oui, des athlètes, oui, pour me sentir... Enfin, je pense que c'est l'endroit où on trouve beaucoup plus de masculinité, ou du moins manifestée, c'est-à-dire les footballeurs, les rugbyman, très, très hommes. Et j'ai cette impression qu'en tant que femme, c'est des endroits qui me sont... Je n'ai pas accès, c'est-à-dire à ces endroits-là. Donc, j'allais aller par curiosité, juste pour voir ce qui s'y passe. Me sentir homme. Vous sentir, ok, d'accord. sentir c'est quoi la virilité, en fait. Ok. Bon, déjà, tu as eu pu y répondre. Il y en a qui n'arrivent pas à y répondre. Donc, c'est assez très difficile. Ok, top. Bon, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Je suis une jeune femme de 26 ans. Je vis en Allemagne et je travaille dans le secteur médical. Et je suis aussi une enfant de Dieu. Voilà, je sers le Seigneur dans la chorale et sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Voilà. Ok, super. Et il faut préciser le plus important, c'est que tu es une continentaise. Je suis une continente. Voilà, c'est très important. Le continent. Ouais.
Aujourd'hui, on va parler de la dépression. Un fléau. Est-ce que tu as déjà été victime de dépression? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, j'ai été victime de dépression, mais avant, c'est-à-dire que j'ai été victime de ça avant que je ne connaisse même comment ça s'appelle. Mhm. C'est-à-dire que la dépression, c'est quelque chose, quand on grandit au pays, on ne sait pas trop. Il y a plein d'enfants, c'est-à-dire, moi j'ai grandi en 2010, il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les podcasts. Donc, quand j'étais adolescente, ça commençait par là, j'ai eu cette forme-là c'est-à-dire une tristesse, un découragement, même à l'école, ça se remarquait par les symptômes. Moi, je l'ai su par contre plus tard. Je l'ai su plus tard que c'était la dépression. Mais sur le moment, je ne pouvais pas savoir que c'était la dépression. Je savais juste que voilà, c'est quelque chose, c'est différent de plusieurs, que plusieurs dans mon école n'ont pas, ou mes frères et sœurs n'ont pas. Mais oui, du coup, ouais, ça a commencé par là. Et selon toi, parce que justement, tu as écrit un livre, Ouais. La dépression a un fléau. Ouais. Quand j'entends fléau, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Est-ce que c'est le cas de ta modeste expérience? Je pense que c'est le cas. Mm-hmm. C'est très sournois, Oui. par contre. C'est-à-dire, le mot fléau vient du fait que ce n'est pas connu. C'est sournois. Ça nuit, mais en secret. Beaucoup ont honte. Oui. Et beaucoup, si je prends le cas du Cameroun Oui. ou en Afrique, ne savent pas ce que c'est. Et les parents aussi. Ils sont dépourvus. C'est pas très... Ouais, c'est pas populaire, la psychologie, tout ce qui touche aux maladies mentales, psychologiques, c'est pas encore très populaire. Et là, tu as dit que ça a été en honte. Ouais. Pourquoi? Beaucoup ont honte. Parce que quand tu es dépressif, c'est vu comme une faiblesse. Oui. La dépression est vue, à tort, à mon avis, comme une faiblesse. Est-ce que c'est pas le cas? Non. Comment ça? La dépression, c'est pas une faiblesse. La dépression, c'est quelque chose de neurologique déjà. C'est-à-dire que ça commence dans le cerveau et c'est un relâchement neurologique, physiologique, spirituel, c'est un relâchement. Quelqu'un qui est dépressif ne veut pas forcément dire qu'il manque de force. Quelqu'un peut même être très fort, aller au travail, ça dépend de quoi tu définis la force, c'est-à-dire c'est quoi être fort même. Mais quelqu'un peut avoir l'apparence d'être très fort, mais au fond, ça ne va pas. Et au fond, la personne est dépressive. J'ai plein d'exemples. D'accord. Mais moi, je trouve que la dépression en soi, ça, c'est un problème de blanc, ça. Ça, c'est ce qu'on entend. On entend beaucoup. Ouais, c'est ici que moi, on entend antidépresseur et tout. Est-ce que toi, au Cameroun, tu as vécu au Cameroun? Oui. Est-ce que tu as eu un antidépresseur là-bas? Non. Donc, c'est quelque part, ce sont des trucs de blanc. C'est justement ça le problème. Ça devrait être plus popularisé. Ça devrait être plus popularisé. On devrait en parler. On devrait en parler parce que la dépression même, ce n'est pas la maladie. La cause est toujours plus profonde. La dépression, c'est comme un symptôme de quelque chose de plus profond. Voilà. Mais pour revenir à ta question, ce n'est pas un problème de blanc. Tout être humain, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a tous le même cerveau, on a tous la même pensée, c'est juste que les mentalités sont différentes. La vision des choses est différente. Donc non, ça peut pas être un problème de couleur de peau, c'est un problème intérieur. Et en tant qu'être humain, on a tous le même fort intérieur. Voilà. Bon, moi j'ai un autre avis là-dessus, mais on va revenir dessus. On reviendra dessus. Parce que j'estime que quand on n'arrive pas à manger, on a d'autres problèmes. Alors que tu sais, ici, quand tu as à manger, tu commences à chercher d'autres problèmes. Tu te poses des questions bizarres. Bon, pourquoi est-ce une femme? Est-ce qu'elle doit accoucher? Alors quand tu n'as pas mangé, tu ne te poses pas des questions. Bon, moi j'aimerais qu'on revienne sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment ça commence? Bref, depuis le début. Je sais qu'il y avait en filigrane des gourmets aussi. Bref. Ouais, bon, quand je vais prendre l'histoire déjà dès l'enfance. Voilà. Mon enfance a été plutôt OK. C'est-à-dire que niveau matériel, on avait tout. J'ai eu tout, par la grâce de Dieu. Je vous ai dit non. Ça, les dépressions, c'est pour les gens qui mangent 3 fois par jour. Attends. Parce que justement, j'en ai parlé, j'ai soulevé ce point-là dans le livre. J'ai demandé à la fin, est-ce que j'avais été trop privilégiée pour
me permettre d'être dépressive. Je t'ai dit que c'est ça. Bref, Ça, tu vas nous dire. Ouais, ça, c'est un Mhm. point que j'ai relevé parce que voilà, j'entends beaucoup cet argument-là. Mais ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'avais tout matériellement, mais les petites comparaisons ont commencé avec mes frères et sœurs. C'était quel genre de comparaison? Ouais, les différences d'école. Voilà, moi j'étais plus dans des écoles, enfin, ils étaient dans une école très privilégiée à l'époque. Tu peux nous donner le nom, hein? Le nom de l'école, ils étaient à la Coccinelle, Mhm. Ah oui, au Cameroun. au Cameroun. L'école des bobos. Je vous ai dit. Bref, continue. Mais non, 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 non. J'y viens. Ok. Alors, ils étaient là-bas, mais c'est une école où c'est juste, c'est-à-dire dans une fratrie, on peut juste mettre un seul enfant. Ah oui? C'est une école, même si tu as 5 enfants, Oui, on peut mettre comme ça. tu peux mettre qu'un seul enfant. D'accord. Du coup, mes frères et sœurs qui viennent après moi, ils sont jumeaux. Hmm. Donc mes parents, forcément, ils les ont mis à 2 Hmm. dans l'école. Mhm. Donc c'était déjà un point qui, sans me rendre compte, a commencé à créer de petites comparaisons. Parce que nous allions souvent à leur Fête de fin d'année. de fin d'année et tout. Et je voyais le niveau et le standing. standing, ouais. Je voulais faire partie de ça, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et voilà. Et puis, leurs amis et tout. Donc, des petits rejets un peu sociaux déjà à un très jeune âge. Des rejets de classe parce que dans cette école-là, nous n'étions pas aussi riches que tous les enfants parce que c'était quand même, il y avait des enfants de ministres et tout, vraiment. Et ouais, c'était juste, nous, on a eu le privilège d'aller là-bas à cause d'un contact. Donc, enfin, ils ont eu le privilège d'y être. Donc, ça a commencé comme ça, et dans la famille, et mon caractère à la maison aussi. Je suis quelqu'un qui était j'avais un très fort caractère, c'est-à-dire à la maison, quand j'étais petite, quand je voulais pas faire quelque chose, je le montrais tout de suite, et mes parents n'aimaient pas. Et du coup, je recevais souvent des petites critiques, c'est-à-dire mes parents faisaient de leur mieux, bien sûr, c'est-à-dire que moi, je suis reconnaissante de ce qu'ils ont fait, et ils ont appris avec le temps. Mais en étant l'aînée aussi, j'ai été un peu, ce que je dis souvent, l'enfant test. Mhm. Donc, j'ai reçu c'est-à-dire certaines fois des critiques sur mon caractère, avec raison. Mais quand un enfant reçoit ça, l'enfant ne comprend pas que c'est tout de suite juste. Hmm. Quand un parent, par exemple, punit son enfant ou lui refuse quelque chose, si l'enfant ne comprend pas le processus, si l'enfant est juste tapé à cause de... Par exemple, en tant qu'enfant, je vais rechercher l'attention de mes parents en allant faire quelque chose qui n'est pas bien et on me tape, le cerveau de l'enfant perçoit ça comme un rejet, comme une attaque à sa personnalité. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà cérébral. Mhm. Et donc, dans l'enfance, je ne suis pas la seule. Beaucoup d'enfants grandissent comme ça. Ils vont chercher l'amour de leurs parents, l'attention de leurs parents en faisant des bêtises. Hmm. Et on les corrige de la mauvaise manière. Et le cerveau ne comprend pas que c'est une correction. Le cerveau comprend ça comme étant un rejet, Oui. un abandon, une négligence. Et donc, en tant qu'enfant, je recevais ça beaucoup, énormément, pas seulement des parents, aussi des autres membres de la famille, des tantes, des oncles. Et ça m'a forgé une personnalité assez fragile, j'ai commencé à beaucoup manquer de confiance en moi, donc à l'école, très timide. C'est-à-dire à la maison, j'étais encore un peu moi-même, Hmm. mais à l'école, j'étais plus très sûre. Est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça? Et donc, quand tu manques de confiance en toi, forcément, les relations avec les autres enfants, c'est pas facile. Et quand tu grandis comme ça, Mhm. tu te construis avec une personnalité pas très affermie. Et c'est là, donc, que ça a commencé. C'est-à-dire, pour moi, ça a commencé par ce que je dis dans le cerveau. Ça a commencé par des rejets internalisés, à tort ou à raison, voilà. Donc, voilà. Ok. Et ouais. Mais sauf qu'il y a un épisode que tu ne racontes pas. Enfin, qu'on aimerait que tu nous racontes. Ouais. L'épisode des goumins. Les goumins, ouais. Mhm. Ça vient après, Mhm. justement. En ayant grandi comme ça, à la puberté, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à remarquer les garçons commencent à remarquer les filles, etc. Donc moi aussi,
je remarque aussi les garçons. J'ai remarqué aussi les garçons par 14 ans par là. Donc, il y avait un garçon qui était un ami de mon frère. Il passait très souvent devant notre salle de classe. Et ce qui est bizarre, ce qui est étrange, c'est que on se regardait souvent, mais rien ne se passait. Et donc, je me disais, mais pourquoi en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est dans ma tête? Mais je veux dire que les garçons sont souvent comme ça. C'est-à-dire qu'ils font, oui, c'est-à-dire qu'ils font des trucs, là, c'est-à-dire regarder à distance, ne pas approcher, et ça confond en fait beaucoup de filles. C'est-à-dire que c'est très, comment dire en anglais, confusing. On ne sait pas. Donc les garçons font plus ça que les femmes. Ah oui. Mais on souffre. Ah oui, hein. Tu as retiré. Bon, regardez, oui, donner des faux signaux ou donner des signaux un peu froids, un peu chauds. On ne sait pas trop. Et moi, en tant qu'adolescente, mes copines avaient des copains et tout. Et moi, je me dis, ben, c'est qui ça? Et donc, j'en parle à ma meilleure amie. Ma meilleure amie de l'époque. Elle me dit, bref, elle ayant un peu plus d'expérience, elle me conseille des conseils de... Voilà. Mais elle me conseille comme elle peut. Et en suivant ses conseils, je m'en vais donc parler à elle organise en fait une rencontre à mon insu avec celui-là. Et à cette rencontre, ne sachant pas quoi dire, moi, j'avais jamais vraiment parlé à un garçon et tout. Et là, je dis... Et là, je lui sors la phrase « Tu me plais ». Et là, il me regarde. Et il dit « Ok ». Et il s'en va. Et là... il a dit « Ok ». Et moi, j'ai regardé mon ami, j'ai dit « Ok ». Et donc maintenant, quoi? Et la vie a suivi son cours. La vie a suivi son cours, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Ouais. Ce fameux garçon a continué de me regarder à distance. Tu es sûr que c'est même toi qui regardais? Peut-être qu'il regardait la fille derrière toi? Quelle fille derrière moi? La fille était toujours derrière moi alors. Tu sais, parce que, en fait, et après un jour, j'ai décidé de le contacter, de lui demander que tu me regardes souvent, pourquoi en fait? Il m'a dit, mais c'est qui ça? Et je regarde, qui ça? Je te regarde pas? Bref, il était perdu. Ou il a fait semblant d'être perdu, je sais pas. Bref, c'est une histoire, je n'ai pas de réponse à cette question, ça s'est juste passé. Et comme tu dis, ça a été le goumin. Et ça, quand tu es une adolescente fragile et que tu bases ta confiance, c'est-à-dire que la validation, tu ne l'as pas déjà, ou tu sens que tu n'es pas validé, ça, comment tu vas chercher cette validation-là chez les garçons? Et quand le premier garçon que tu regardes te rejette et ne te donne pas cette validation que tu cherches, ça te casse encore parce que déjà, toi, tu as du mal à t'accepter. Donc, tu te rejettes déjà et quelqu'un d'autre vient encore te rejeter. Folie. Ça veut dire que moi, je devais devenir fou alors. Toi, avant? Ah là 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 là. Bah... J'ai tapé la première fille à qui je n'ai pas dit que j'ai la même chose que toi. Ouais. Donc moi, j'ai tout préparé et tout. J'étais dit, quand tu veux aller courtiser une fille, enfin chez nous, les garçons, tu vas d'abord voir le grand frère du quartier. Et il doit te donner les conseils, le grand frère, grand dragueur. Et tu vas le voir, tu lui dis, bon, grand frère, il y a une fille qui me plaît et tout. Et quelle est la phrase que dès que je sors la phrase là, obligatoirement, elle va dire oui. Et à côté de ça, il te donne même les réponses aux objections. Si elle dit non, il répond comment? Donc tu prépares. Donc j'avais tout préparé. À 15h30 à la sortie du lycée là. Non, on a fréquenté les lycées populaires. Non, on est des gars du quartier. Je suis allé la voir, il lui a dit que bon, comme toi, tu me plais, il veut qu'on sorte ensemble. C'est ce qu'elle m'a dit. Il a dit quoi? Qu'elle va aller réfléchir. Bah, c'est normal. C'est normal. Réfléchir, c'est quoi? Réfléchir, mais... Soit tu me plais, soit tu me plais pas. Non, ça c'est la réponse de base. Tu vas pas quand même aller... Non, quand même. Tu vas quand même aller voir une fille. Oui. Et elle te dit... Elle était très intelligente. Elle avait quel âge? À cet âge-là, si elle est capable de dire je vais réfléchir, c'est très bien. Franchement, j'encouragerais ma petite sœur à faire ça. Toujours réfléchir. Mais réfléchir, c'est quoi? Il dit que tu me plais.
Ah non, on ne donne pas... C'est trop facile. Comment ça, c'est facile? C'est trop facile. Bref, Quand ouais, ouais. Quand c'est nous, c'est Quand que c'est même. bizarre. Non, mais c'est ça, justement. C'est pas... Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai, les garçons, les filles, on vit tous les gourmands à l'adolescence. Mhm, Mais quand tu manques de confiance en toi, ça te fait quand même quelque chose, ça laisse une trace, quoi. mhm. Et donc, c'est là que ça a empiré Oui. au niveau de ouais. l'adolescence, voilà. Et après, il se passe quoi, du coup? Comment ça se... Bon, parce que moi, j'aimerais que... Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on arrive à la dépression? Bah là, déjà, Mhm. à ce moment-là, j'étais déjà entrée dans une forme de dépression parce que je me sentais mal aimée, du moins, je me sentais très seule Oui. et incomprise, et des parents, et de mes frères et sœurs, et à l'école. Et les notes aussi, à ce moment-là, ça allait pas trop. Donc, en fait, j'ai un vide intérieur. Mhm. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un vide intérieur. Et quand tu ressens un vide intérieur, tu ne sais pas c'est quoi le but de la vie. Ouais, tu es là, tu vis et tout. Et tu n'es pas populaire, donc tu n'as rien qui te donne Envie de continuer à vivre. envie de vraiment vivre, tu n'as rien qui la vie est genre comme ça, comme une ligne, c'est plat, tu vas à l'école, tu rentres, tu vas à l'école, tu rentres, ça se passe pas super bien avec tout le monde, bref, l'ennui, le vide intérieur. Mhm. Et donc là ça a commencé, et donc comment ça commence? Les mauvaises pensées commencent, Ah. Du genre. c'est-à-dire que des pensées, personne ne t'aime. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, tu restes dans la nuit, tu dors, tu as du mal à dormir, des pensées viennent, personne ne t'aime, regarde. Quand celui-là, celui qui m'a fait le gourmand, là, quand il a commencé à avoir une copine, la comparaison, les filles, on en souffre beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a de plus que La moi? comparaison, oui. Mais pourquoi vous faites ça à chaque fois? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi vous comparez? Très bonne question. Pourquoi on se compare? Je sais pas, c'est comme un esprit, c'est la comparaison. C'est-à-dire, tu regardes une autre fille, tu dis, elle a ce que je veux, moi je n'ai pas ça, ce que je veux. Pourquoi elle a ça? Mhm. Ah, tu commences à regarder les cheveux. Ah, elle a plus de cheveux que moi. Ah, les formes, ah, elle a plus. Ah, moi je suis comme ça, moi je suis trop mince, moi je suis pas assez comme ça, moi je suis pas assez comme ça. Ça vient comme ça quand quelqu'un a une autre femme a ce que tu veux, mais que tu n'arrives pas à avoir. Parce que tu n'as pas de raison, donc tu te Oui. dis forcément, C'est à cause tu de ça. cherches à une raison, parce que le cerveau humain a horreur du vide. Oui, tout à fait. Tu cherches la raison. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, personne ne t'aime. Voilà, je disais, les pensées commencent à venir. Petit à petit, regarde tes parents comment ils te rejettent. Ta sœur, à l'école, on me comparait aussi avec ma sœur. Parce Ah que, ouais. Oui. Oui, ça À me l'école, passe. c'est-à-dire que quand ils ont fini dans cette école, la coccinelle, on est tous allés dans le même... En école supérieure, Oui. on était tous dans... Donc, les gens me comparaient parce que... Juste pour savoir, c'est personnel. Hein. Vous Ouais. après, vous êtes allé dans quoi? Dans quel collège? Parce que c'était pas le lycée. Là, on était à Douala. Mhm. On Ah. était au collège Laval. Je ne sais pas si... Le collège Laval, c'est le collège toujours des... Je vous ai dit que la dépression, c'est le problème des gens qui ont... ouais. Non. Quand tu as... Je ne Putain. suis pas d'accord. Quand tu n'as pas tout, quand tu ne sais pas ce que tu vas manger le matin, wallahi, tu n'as pas le temps de déprimer. Parce que ton énergie est focalisée sur je vais manger quoi. Bon, ça, Mhm. je vais répondre à ça maintenant. Ok, parce que voilà. Tellement tu me... Voilà. Je voulais répondre à ça après, Mhm. mais quand tu as faim, Mhm. est-ce que ça veut dire que tu n'es pas dépressif? Non, ça veut dire que tu as faim. Tu n'es juste pas focalisé sur la dépression. Mais justement... Mais regarde, quand Mhm. quelqu'un est dépressif, Oui. le comportement même avec les autres, le travail, c'est-à-dire que la capacité à même sortir de la famine, sortir de la pauvreté La n'est démarche. pas là. C'est-à-dire que la dépression, c'est-à-dire que la dépression n'est pas toujours manifestée comme de la tristesse, tu pleures tous les soirs. Mhm. La dépression, le burn-out, c'est un symptôme aussi de la dépression. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas envie. La dépression se manifeste aussi par l'alcool. Mhm. Beaucoup de gens qui sont pauvres, Oui. qui n'ont pas les moyens, ils sont dans la drogue, Oui. addiction à la drogue, addiction à l'alcool. Donc, parce que tu es pauvre, ne veut pas dire que tu n'as pas le temps d'être dépressif, ça se manifeste juste d'une autre manière. C'est-à-dire que Mais quand on va dans l'alcool, quand il est dépressif, qu'est-ce qu'il recherche?
Ah ben, il recherche à oublier la douleur. Mhm. Il recherche à oublier la douleur. Il recherche à oublier la tristesse. Mhm. Il veut... L'alcool, c'est pourquoi? C'est pour se saouler, pour oublier. Mhm. Et puis, c'est addictif. Ça devient addictif. Voilà. Mhm. Ok. Donc, du coup, je te retrouve au lycée. Et donc, Enfin, au collège Laval. Pas le lycée. Collège Laval. tu me fais dire les noms de mes écoles ici. Hein. Bref. Donc, je me retrouve là-bas et ma sœur aussi, on nous comparait. Les gens me disaient... Et puis, à ce moment-là, donc, j'ai été harcelée à l'école. Mhm. C'est-à-dire que ce que j'appelle le harcèlement, c'est un acharnement de plusieurs personnes. Mm. L'acharnement de plusieurs personnes sur moi. Par rapport à quoi? Par rapport à mon physique. Mhm. Et donc, ce physique attaqué à tort parce que j'étais parmi les plus jeunes de ma classe. Oui. Et quand j'étais jeune, j'étais très mince, très très fine, Oui, on t'appelait Et moustique. frêle. Frêle. Ah oui, Ah. frêle, c'était ça, frêle, oui, frêle. Frêle. Miss Frêle, qu'est-ce qu'elle a dit pour la frêle? Ouais. Voilà, ah ouais, ok. Ouais. Et donc, ce mot-là, en fait, ça traumatise. Mhm. Que tu sois fort comment, même si tu essayes ça fait quelque chose. Ça veut dire que moi, je suis mort depuis, hein. Mais je te dis, moi, j'ai vécu ce que tu dis là. Bon, moi, je jouais au foot, tu vois. Mhm. Et il se trouve que moi, j'étais le plus petit. Ouais, En âge, encore, j'étais frêle. frêle. Et tu sais ce que mes amis me disaient? C'est quoi? Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu tout. Moi, j'ai grandi très tard. Hmm. Parce que je faisais beaucoup de sport. Et tous mes amis autour de moi, quand l'adolescence, costaud, la barbe, ouais, ils grandissaient, moi, j'étais tout le plus petit. Après, ils me disaient, Balai, quand on mange chez toi, est-ce qu'on te chasse? Il y en a un d'autres qui m'ont donné un surnom. Half kilo. Demi-kilo. Pas gentil. Bon, nous, on a rigolé. Bon, moi, je m'en foutais. Mais voilà. Bon, j'étais juste... Non, justement, Hmm. c'est que tu as... En fait, je pense que tu as un autre... Tu as un caractère qui fait que tu... C'est la rue. Mais, Oui. je te dis la vérité, Oui. ça reste. Et même si ça ne se manifeste pas par la tristesse, ou Oui. ça se manifeste par un petit... Tu vois, c'est-à-dire que le complexe, quand tu es blessé, tu vois, ça se manifestera, par exemple, dans une relation. Tu vas avoir des doutes sur, oh, est-ce que je suis pas assez grand? Ou est-ce que... C'est-à-dire que même quand ça ne se manifeste pas directement, Oui. ça reste. Et donc, de là à le besoin de guérir. Ok. Voilà. Donc, j'étais au niveau du lycée. Oui, Ouais. on te traitait de frêle et tout. On me traitait de frêle. Donc, en faisant ça, ça a commencé à affirmer, alors à m'enfoncer encore plus dans le trou de la dépression. Tout le monde n'est pas aussi fort de passer c'est-à-dire de dire, ah, je m'en fiche et tout. Même comme je recevais des conseils, mais tu t'en fiches, tu ne manges pas chez eux, ça te laisse à 37, laisse et tout. Mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées et me dire, non, ma vie n'a pas de signification, en fait. Un mensonge que j'ai commencé à avaler. C'est-à-dire que les mensonges que tu reçois, tu es toute seule dans ta chambre et les mauvaises pensées arrivent. Les mauvaises pensées. Et tu commences à croire à ça. Tu as pensé au suicide? Oui. Sans passer par 1000 chemins, oui. À ce moment-là, j'étais encore très, très, très jeune. Mais ça me passait déjà par la tête. Les techniques, comment faire et tout. Parce que je voulais en finir. Oui. Et je ne suis pas... Et ce n'est même pas rare parce que j'ai entendu même encore récemment un jeune de 13 ans, 16 ans, qui s'est donné la mort dans sa chambre. Ses parents étaient au salon et dans sa chambre. Et les parents n'en savaient rien parce que la personne était harcelée. Au lycée, au collège. Bon, je vais dire un truc. Bon, je suis désolé. Hein. Là, en toute modestie, nous sommes dans deux mondes parallèles. On est dans deux mondes parallèles. Tu avais certains privilèges lorsque tu étais au Cameroun. Moi, je suis un gars de la rue. Moi, c'est la rue qui nous bloque. Quand il dit la rue, c'est comme vous dites que moi, j'étais constamment avec des gens qui n'étaient pas... Et est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi... le mot harcèlement, est-ce que c'est pas un peu fort de dire que tu te faisais harceler du fait qu'on te traitait de frêle? Mais absolument pas. Le harcèlement. Si je
Ouais, le dictionnaire. Le harcèlement, c'est l'acharnement de plusieurs personnes, l'acharnement répété sur une longue durée de plusieurs personnes. Bah, mais ça peut aussi être sur le ton de la rigolade. Par exemple, moi, plusieurs personnes me disaient half kilo. C'était devenu même mon surnom, half kilo. Quand on mange chez toi, on te chasse. Bon, on se chahutait comme ça. Tu vois, regarde, quand tu rigoles, quand la personne contre qui tu fais ça rigole avec vous, vous êtes en train de rigoler. Mais quand la personne ne rigole, ne rit plus avec vous, là, ça devient de la moquerie. Donc, c'est à la personne qui reçoit ça de décider si c'est du harcèlement ou pas. Parce que si tu rigoles sincèrement avec les autres, si tu as assez confiance aux autres pour te dire que oui, c'est pas grave, on rigole, mais c'est bien. Mais si, à partir du moment où tu sens au fond de toi que non, ça me dérange. En réalité, ça me dérange. Mais tu rigoles quand même. Là, c'est du harcèlement. Une carapace, quoi. Ouais, ça, c'est une carapace, mais tu es toujours harcelé. Mais moi, je rigolais pas. Et si tu permets, moi, j'imagine pour quelqu'un qui t'écoute et qui est victime de harcèlement aujourd'hui, est-ce que c'est quelque part, si tu ressens ça comme étant du harcèlement, c'est peut-être quelque part parce que tu as déjà un problème déjà toi-même sur ta perception à toi? Oui, le harcèlement, quand tu te sens... Déjà, le harcèlement, ce n'est pas la victime du harcèlement qui est... comment dire? Qui décide si c'est du harcèlement. Le harcèlement se fait à partir du moment où quelqu'un vient, il te harcèle. L'action d'harceler existe en dehors de la victime. Oui. Mais le fait de se sentir mal vis-à-vis du harcèlement a plusieurs causes. Oui. Ça peut être que tu as vraiment des complexes et ça te dérange vraiment. Tu as un manque de confiance en toi, tu te rejettes déjà toi-même, tu ne t'acceptes pas. Ou alors tes parents, quelqu'un t'a rejeté, t'a abandonné et ça te fait encore plus mal. Donc oui, pour répondre à ta question, la personne a un problème, oui, c'est une des causes. Oui, ok, d'accord. Et pour quelqu'un qui est victime de harcèlement, tu penses c'est quoi la bonne conduite à avoir, selon toi? Ouais, ça dépend de quel harcèlement. Si c'est le harcèlement à l'école ou au travail ou bon, commençons par le travail. Ah ouais, le harcèlement au travail. Oui. Là, je dirais d'être honnête, d'être sincère, mais d'être diplomate. C'est-à-dire ne pas claquer la porte, c'est-à-dire ne pas juste claquer la porte sans réfléchir, sans... Voilà, faut réfléchir. Quand on est au travail, c'est-à-dire que si c'est le travail, il ne s'agit plus d'enfants. Il s'agit quand même de là où tu gagnes ton pain, ton argent. Ouais. Donc, quand tu es victime de harcèlement au travail, déjà, c'est ce qui est très étrange. Moi, j'entends souvent le burn-out au travail, mais le harcèlement au travail, je n'ai pas encore vraiment entendu des cas de harcèlement au travail. Ok, et à l'école, du coup à l'école, la réponse classique, il faut en parler. Ouais. En parler. On sait très bien que... C'était beaucoup plus à dire qu'à faire. Ouais. Mais beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pourquoi est-ce que les personnes harcelées, par exemple pour ton cas, on va revenir sur toi, est-ce que tu en as parlé du coup? Pourquoi? Je n'en parlais même pas. Pourquoi? Je pense que c'était un peu de honte. Ou du moins... En fait, je voulais mettre ça sous le tapis. J'essayais, moi-même, de faire comme si ce n'est rien. Quand je réponds à tes questions maintenant, c'est avec beaucoup de recul. Oui. Mais sur le moment, j'essayais, en étant blessée par tout ça, j'essayais de mettre ça sous le tapis, de me dire « Ah non, c'est rien. Ah, c'est des camarades. » Et à qui je vais en parler d'ailleurs? Qui va prendre ça au sérieux? Oui. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils se disent... Sur le moment, c'est difficile de te dire « Oh, je me fais harceler. » C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, que les gens peuvent dire « Oui, je me fais harceler, je sais que je me fais harceler. » Mais quand quelqu'un est dans la situation, c'est difficile de se dire « Je suis victime de harcèlement, je vais en parler. » La personne vit cette situation et se dit « Il y a telle personne là qui ne m'aime pas, il y a telle personne qui me fait ceci. » Et c'est difficile d'aller dire « On va me prendre au sérieux. On m'appelle frêle. » Même les professeurs, ils voient ça, ils se disent « Ah, c'est juste des enfants qui rigolent et tout. » Surtout qu'à un moment donné, toi qui ne parlais jamais à l'école, le professeur, il ne sait pas trop ce qu'il avait dit, tu as parlé. Voilà. Ouais. Oui, l'histoire de mon professeur de maths qui...
j'avais dit quelque chose en classe, j'essayais de répondre à une question et il a... et il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, la frêle? Mhm. En fait, c'est lui qui a été le déclencheur Ah de ce oui, surnom. bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. lui, bien c'est un sûr. professeur même Ouais. qui a été le déclencheur du surnom. Mm. Et ouais, il était très... Et il a dit comme ça, et je pense même pas que jusqu'à aujourd'hui, il se rend compte de ce qu'il a commencé. Donc des fois, c'est même les profs, la manière de traiter les enfants en classe et tout. Et pour un parent qui, lui, parce que je me mets à la place du parent maintenant, comment est-ce qu'un parent, quels sont les signes qu'un parent devrait regarder pour se dire, ah ben tiens, peut-être que mon enfant est atteint de victime de dépression, de harcèlement, c'est quoi les signes du coup, auxquels le parent devrait faire attention? Ouais, très, très bonne question. Déjà, ça dépend de l'âge. À l'adolescence, les enfants sont en général, de ce que j'observe, moi, j'ai pas encore d'adolescent comme enfant, Mhm, mais de ce que j'observe, les adolescents sont très silencieux. mhm. Le parent, déjà, devrait aller vers son enfant et demander comment ça se passe à l'école, Oui. comment ça va vraiment, essayer de connaître les enfants et essayer de connaître les amis. Regarder dans le cercle d'amis. L'enfant qui n'a pas d'amis, qui ne ramène jamais personne à la maison. L'enfant qui n'a pas de fête, c'est-à-dire peut-être les frères et sœurs sont invités à des anniversaires et l'enfant n'est pas invité. L'enfant ne veut pas partir. Ou même la manière de se comporter en société. Un enfant qui est très retiré, Oui. très, très retiré, très dans son coin, toujours dans sa chambre, c'est suspect. Faut commencer à se poser des questions. Faut commencer à se poser des questions quand même. Parce que moi, dans mon cas, ce que j'ai commencé à faire, en fait, si on observait bien à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis. C'est-à-dire que je n'invitais pas des copines. Ouais. À partir d'un certain moment, je n'invitais pas des copines à la maison. Et voilà. Et des fois, je pouvais dire non, je ne suis pas invitée. Juste comme ça, vite fait, à mes parents. Mais pour un parent, tant qu'il a des bonnes notes à l'école, qu'est-ce que j'en ai à faire que mon enfant ne soit pas invité à un anniversaire et tout. Donc, c'est des petits signes comme ça. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, ok, je me rends compte peut-être que mon enfant est dépressif ou il est victime de harcèlement. Bon, du coup, on voit que sa santé mentale est affectée. Moi, en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Ça, je dirais en Afrique ou ici? Allons-y, commençons en Afrique. Parce qu'en Afrique, moi, la réponse classique que je dirais maintenant, c'est déjà parle à ton enfant. Tu lui dis quoi? Parle avec lui. Tu t'assois avec ton enfant et tu lui racontes ton histoire à toi. Si le parent s'ouvre un peu plus et a raconté son histoire, a raconté un peu comment il était dans sa jeunesse, a raconté ses déboires aussi, je pense que ça aiderait déjà l'enfant à se sentir un peu moins seul et parler avec l'enfant. Maintenant, dès que tu apprends à connaître, parce que à l'adolescence, surtout, les enfants s'éloignent un peu et ils se bâtissent une identité en dehors des parents. Donc, il faut que le parent apprenne à connaître l'enfant encore. Même comme le parent pense souvent, oui, je connais, c'est mon enfant. Mais apprendre à connaître, faire connaissance avec l'enfant. Et puis, parler de Dieu. C'est-à-dire que si je suis un parent qui croit en Dieu, partager l'amour de Dieu avec cet enfant-là. Parce que de savoir que ne recherche pas ton affirmation, ne recherche pas ton identité dans les choses futiles. Voici là où ton identité doit être. Ton identité, c'est là. Ce passage de la Bible dit que tu es aimé, que tous les cheveux de ta tête sont comptés. Si j'avais eu une amie, une grande sœur, qui s'était assise et qui m'avait dit « Les cheveux de ta tête sont comptés » parce que c'est vraiment un passage dans la Bible. Dieu t'aime. Voilà, Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il a fait ça, ça, ça. Ça m'aurait quand même comme le cœur aurait peut-être rejeté tout de suite, mais ça plante des graines quand même de se dire « Ah non, mon identité, ce n'est pas rejeté. Mon identité, ce n'est pas, seul. » Voilà. Mais, et après ça, penser à l'aide aussi professionnelle. Parce que, oui, c'est bien beau, mais les êtres humains, nous avons aussi la sagesse, la médecine. C'est aussi quelque chose qui c'est pas tabou. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la médecine
aller voir les psychologues, c'est tabou. Ah, c'est mauvais. parce qu'on dit que quand on va voir un psychologue, c'est qu'on est fou. Ah. ça vraiment, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais. Moi aussi, je pensais ça. C'est même quand tu vas voir le psychologue, tu te caches, tu dis pas. J'ai un Oui, en psychologue. général, c'est très mal perçu. Oui, c'est très mal perçu. C'est les maladies. Oui, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Ou bien qu'est-ce qu'il a jusqu'à aller voir quand même un professionnel? Mais faut démocratiser ça parce que je pense que chaque être humain a au moins quelque chose à guérir. Chaque être humain a au moins quelque chose à guérir. Donc, déjà, dès le plus jeune âge, quand les enfants ne peuvent plus bien s'exprimer avec les parents parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont leur vie, leur jardin secret, c'est bien qu'ils aient quelqu'un qui s'y connaît, que c'est son travail déjà de l'écouter. Oui. Et en plus, qu'il y a des techniques professionnelles, médicales, pour aider cet enfant. Ok. Et donc, pour revenir à toi, Ouais. lorsque tu rentres dans cette dépression-là, comment est-ce que tu sors de là? Bon, Ouais. déjà, à quel moment tu prends conscience que tu es dépressive? Ah non, tu m'as dit que c'est après C'est que après. tu as pris conscience que tu étais dépressive. Ouais. Et donc, puisque tu n'en as même pas conscience Ouais. que tu es dépressif, comment est-ce que tu as fait pour sortir de là? En fait, en grandissant à l'université, parce que je suis partie à l'université, à certains moments, ça s'est calmé. Parce que dans mes multiples tentatives de passer à l'acte, il y a des moments, ça se calmait. J'avais aussi peur de la douleur, parce que sinon, je serais vraiment passée. C'était par quel mécanisme? Tu voulais passer par quel mécanisme, du coup? Je veux pas... Enfin, il y a plusieurs... Je cherchais sur Internet, en fait. Ah ouais, tu allais sur Internet? J'ai cherché sur Internet, parce que sur Internet, vraiment... Bref. Mais tu tapais quoi sur Internet? Des moyens de... Si on lit le livre... Enfin, j'ai tout détaillé, vraiment, comment je disais, mais je cherchais des moyens de le faire, mais sans avoir mal, ou des trucs comme ça, rapides, comme une blague, dans mon inconscience et tout. Et voilà. Et donc, à force, j'ai repoussé l'échéance, jusqu'à ce que ça aille mieux à l'école. Ouais. À l'école, j'ai commencé à aller mieux à cause du baccalauréat. Bref, avant d'aller à l'université. Pause. Est-ce que c'est pas parce que tu t'ennuyais que tu avais ces pensées? Ennuyé comment? Parce que, comme tu dis, quand il y a eu le baccalauréat, tu as arrêté de penser à ça. Ah. Est-ce que c'est pas l'ennui? C'est pour ça qu'il dit que... Regarde. Oui, vas-y. Je m'ennuyais pas. Vu que ça a commencé, c'était toujours en classe d'examen. C'était tout ça. Et bon, le bac était encore loin. Oui, le bac, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en terminale, je suis devenue meilleure à l'école que les autres classes. D'accord. Je sais pas comment, parce que mes parents investissaient aussi plus dans les répétiteurs et tout, ce qu'on appelle les répétiteurs au Cameroun. Donc, voilà. Et je suis devenue vraiment, j'ai commencé à comprendre, aussi parce que j'ai fait une série, la série qui me correspondait à ce moment-là. Je suis quittée dans les mathématiques très, très difficiles. Bref, tout ça pour dire que ça m'a aidé à remonter un peu la pente. Oui. Mais ce n'était pas la guérison, c'était juste comme un pansement, en fait. D'accord. Parce que dès que je suis arrivée à l'université, là, j'ai découvert que j'avais un vrai problème d'identité. Parce qu'en arrivant à l'université, c'était un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles valeurs. Et à l'école, on n'était plus dans mon école, là. C'était vraiment un autre niveau. Oui. Et quand tu commences... Moi, je cherchais mon identité, sérieusement. Je me manquais de... Je suis qui même et pourquoi je vis. Je cherchais vraiment ce pourquoi. Tu avais une crise identitaire, quoi. Oui, ce pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi, en fait, la raison. Ce que je pense que beaucoup se demandent, même comme ça ne ressort pas tout de suite chez tout le monde. Mais je cherchais ça. Et ça a commencé, ça a été bouleversé à l'université parce que c'était un autre système. Et là, ça a recommencé. C'est-à-dire que dès qu'on m'a enlevé les bonnes notes sur lesquelles j'ai commencé à me baser pour me dire « Ah, je suis en fait intelligente. En fait, je suis la première de la classe. » Dès que je n'étais plus ça, dès qu'on m'a retiré ça, ça a recommencé. Waouh. Et donc, pour toi, pour éviter la dépression, quelle serait la meilleure manière de construire son identité? Bonne question. Alors, pour construire son identité, déjà, il faut la baser. Alors,
je vais être honnête. Mhm. On a un créateur. Mhm. Encore, il faut y croire. Mais je te laisse finir. Oui. On a un créateur. Et le créateur, il sait comment il t'a fait. Mhm. Ton identité. Pour savoir. C'est-à-dire que le créateur est pour l'homme ce que l'eau est pour le poisson. C'est-à-dire que comment tu peux vivre sans le Dieu qui t'a créé. C'est-à-dire que si tu veux connaître ton identité, il faut demander à Dieu qui je suis, à celui qui t'a fait. Quand tu dessines ou quand tu fabriques quelque chose, c'est toi qui dessines, c'est toi qui fabriques. Donc, c'est tes mains qui l'ont faite. Donc, tu connais cette chose que tu as fabriquée mieux que personne. Mhm. C'est la même chose pour l'homme. Donc, mon identité, elle ne se trouve ni en une relation, ni en des bonnes notes, ni en l'argent, ni en des possessions matérielles. Mhm. Elle se trouve dans mon créateur. Voilà. Ça veut dire que l'un des moyens d'éviter la dépression, j'ai fait le raccourci, tu me dis, c'est bon, c'est déjà de savoir qui on est. Sauf que pour savoir qui on est, il faut se rapprocher de son créateur. Ouais. Et pour ceux qui ne croient pas en tout ça, donc ça veut dire que pour être terminé, quoi. Bah, ouais, hein. Mais quand ça t'est arrivé, tu ne croyais pas en Dieu? Je ne croyais pas vraiment, non. Ah ouais? En fait, j'ai grandi dans une famille où on allait à l'église Oui. tous les dimanches. Oui. Par Mais ça habitude. par habitude. Mm. Moi, je voulais même pas. Moi, j'y allais parce que les parents et parce qu'on allait souvent manger après. Donc, quand je me lève le matin, là, je pense déjà à midi. Mhm. Voilà. Ok. Malgré Mais- ça, tu étais frêle. Malgré ça, j'étais frêle. Moi, je mangeais, hein. Mm. Ah, toujours. Tu partais alors où? Ok, d'accord. Mais Ouais. du coup, pour toi, Ouais, religion, spiritualité, est-ce que c'est pareil pour toi? ouais, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Ouais. D'accord. Et pour quelqu'un qui n'est pas trop... Toi, tu es quoi? Tu es chrétienne, musulmane, tu es quoi? Je suis chrétienne. Tu es chrétienne, d'accord, ok. En fait, Ouais. je n'aime pas des fois me définir comme chrétienne parce que chrétienne, c'est trop vaste. C'est associé, c'est associé à plusieurs symboles. J'ai parlé à un musulman l'autre jour et je me suis rendu compte que être chrétien, c'est pas ça. Dans la Bible même, il n'y avait pas de chrétien. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais dit aux gens, à ses disciples, soyez chrétiens. Mhm. Ils étaient juste disciples de Jésus. Mhm. Et c'est les gens, après, les chrétiens du premier siècle, qui ont commencé à appeler ça chrétien. Donc moi, je me définis comme une disciple de Jésus. D'accord. Voilà. Ok. Pour être plus exact. D'accord, ça marche. Donc, ça veut dire que... et donc, quand tu as demandé à ton créateur qui tu étais, Ouais. il t'a dit que tu étais qui? Waouh. Cash. Bah, en fait, quand j'ai demandé, déjà, j'ai pas demandé directement à Dieu qui suis-je et tout. J'étais vraiment très mal. À un certain moment, ça s'est empiré, vraiment, Oui. alors très pire. Ouais. Là, vraiment, presque failli y passer. Mais là, j'ai cherché. J'ai cherché dans... j'ai cherché, c'est même qui ce Dieu? Est-ce que c'est les musulmans qui ont raison? Est-ce que c'est... Ouais. Quelle religion même est vraie? Peut-être que Dieu, là, qu'on m'a enseigné quand j'étais petite, peut-être que c'est la vérité. En cherchant, Ouais. j'ai cherché aussi dans le yoga et tout, essayer de faire le yoga, parce qu'on entend beaucoup méditer, faire tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut même vraiment me combler à l'intérieur? Et un jour, j'ai juste tapé sur Internet, Jésus sauve, Jésus aide. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est affiché donc? C'était une vidéo d'une femme qui parlait. Elle faisait une liste de mauvaises choses, c'est-à-dire de péchés. Oui. Et donc, je me disais, mais moi, je cherche de l'aide, là. Je ne cherche pas à savoir si je suis une mauvaise personne, à savoir tout le mal que j'ai fait. Mais en lisant cette liste, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Que je pratiquais vraiment toutes ces mauvaises choses, même comme je ne le savais pas. Et j'ai donc commencé à avoir ce qu'on appelle la conviction. Oui. La conviction du péché. Oui. Ce qui emmène à être désolé. Quand quelqu'un te donne une liste, tu m'as fait ça, des fois ça te fait rien,
Mais des fois, tu te rends compte, ah ouais, j'ai vraiment fait ça à cette personne. Et tu demandes vraiment sincèrement pardon. Mhm. Je me suis rendu compte que, ah, j'ai vraiment fait ça. Le focus est d'abord quitté sur moi. Ouais. Parce qu'en cherchant mon identité, le problème, c'est que quand tu es trop focus sur toi, tu ne vois rien. Mhm. Tu perds de vue ce qui est important parce que toi, en tant qu'être humain, tu es limité. Mhm. Si tu cherches sur moi, ce qui s'est passé, c'est que dans cette recherche-là, mes yeux sont d'abord quittés sur moi. C'est parti sur Dieu. En voyant la liste, oh, j'ai fait ça à Dieu. Et là, c'était vraiment sincèrement désolé. Même comme tout le monde ment, je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, je suis menteuse. Et donc vraiment, je suis comme ça. Vraiment. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, si tu existes, je suis vraiment désolée. Genre, demander sincèrement pardon, ce qu'on appelle la repentance. Mais avant, je n'avais pas les termes. Ça s'est juste passé. Et du coup, en faisant ça, en étant plus concentrée sur Dieu, j'ai demandé pardon. Et puis, et puis ça a commencé à me guérir. C'est-à-dire, j'ai ressenti à un moment donné comme si on me lavait de l'intérieur. Mhm. En me mettant à genoux. C'est-à-dire, un jour, je suis tombée. Je demandais tellement pardon. J'étais désolée, mais j'avais une certaine culpabilité. Un jour, je suis tombée sur mes genoux c'est-à-dire comme une force. Et là, j'ai ressenti comme une douche intérieure. Et quand je me suis levée de là, waouh, j'étais comme renouvelée. Et c'est là que mon processus de guérison a commencé. Mes regards se sont enlevés de moi. Ça s'est fixé d'abord sur mon Créateur. Et après, il m'a rendu l'appareil en me guérissant. Mhm. Donc, ça veut dire quelque part, si on est dépressif, avoir recours à Dieu peut être une solution. Ouais. Parmi les solutions pour guérir de la dépression, tu as parlé du Créateur, tu as parlé de se faire accompagner par des professionnels. Ouais. Est-ce que tu as autre chose, un autre conseil, une astuce pour partager avec ceux qui écoutent pour savoir comment sortir de là du coup? Une astuce pratique serait de faire ce que tu aimes. Trouver le but. Ouais, ça. Trouver la raison. Pour laquelle tu existes. La raison pour laquelle tu existes. Mais cette raison-là, à un moment donné, tu peux la perdre de vue. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Je te prends un cas. Moi, par exemple, j'avais commencé la médecine. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Ouais. J'ai fait une pause. Parce que j'avais perdu le sens. Donc maintenant, pour quelqu'un qui est dépressif, parce que peut-être il a perdu le sens il avait un but. Par exemple, son but, c'était de devenir le plus grand sportif du monde. Le plus grand footballeur. Et au bout d'un moment, il se rend compte que ce but-là, il ne peut plus l'atteindre. Il fait comment? Ouais, ça dépend. Et il ne peut plus l'atteindre à cause d'un accident. À cause d'un accident, parce que peut-être il a dépassé l'âge. Le temps est passé. Le temps est passé. Il a loupé les opportunités. Il fait quoi? Dans ce cas-là, c'était... Pourquoi c'est ça que tu voulais faire? C'est-à-dire, c'était ton rêve. Si le temps est passé, qu'est-ce qui empêchait la personne de commencer Non, elle a commencé. C'est juste qu'au bout d'un moment, elle s'est rendu compte qu'elle n'avançait pas. Ouais. Peut-être qu'elle n'avait pas les connexions. Peut-être que voilà. Tout ce qui est pour toi, normalement, tout ce qui est pour toi viendra à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as échoué dans un truc que c'était forcément ce que tu devais faire. En fait, beaucoup vont dans des domaines. C'est-à-dire, je veux forcer. Je veux forcément être une actrice. Je prends l'exemple. Je veux forcément être une actrice. Je veux être une actrice, et j'échoue. Échec après échec. Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis censée venir sur Terre? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi Dieu m'a créé? Parce que si tu vas chercher, tu demandes, Dieu, tu m'as créé pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on veut quelque chose, mais ce n'est pas ce pourquoi, en fait, on est venu sur Terre. Oui, non. Pourquoi toi, tu as été créé? Waouh. On attaque. Allez, attaque frontale. Tacle à la gauche. Tu as été créé pourquoi, Ivana? Je dirais que j'ai été créée pour aimer les autres. Pour aimer les autres? Ouais. Et que ça donne l'argent, ça? Oui. Ah bon?
Attends, je t'explique. Explique-moi. Pardon, c'est que moi, je vais devenir un gars très amoureux. Quand je dis aimer les autres, Oui. on entend, ça sonne très sentimental et très fragile, très... Aimer, c'est un commandement. Je vais paraître religieuse, mais je pars du principe que... Parce que quand tu pars du principe que tu as été créé par Dieu, tout est focus sur lui. Oui. Le commandement, c'est aimer, aime Dieu et aime ton prochain, comme toi-même. C'est un ordre. C'est-à-dire que c'est un ordre de Dieu. Donc, déjà, si tu obéis à ça, tu es créé pour... Tout être humain, déjà, est créé pour aimer Dieu et aimer son prochain. Maintenant, comment j'aime mon prochain? Ça donne l'argent, pourquoi? Enfin, est-ce que ça donne l'argent? Mais c'est pas le but. Mais si tu aimes ton prochain comme Dieu le veut, tu vas écrire des livres. Tu vas écrire des livres sur la solution pour aider. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas le faire pour le but d'avoir de l'argent. Tu vas le faire parce que ça sort vraiment de ton fort intérieur. Ça sort vraiment de ta guérison, ça sort vraiment de ce que tu es. Aimer les autres, c'est créer un projet humanitaire. Tu peux aimer les autres en disant la vérité aux gens. Est-ce qu'on apprend à aimer quelqu'un? Ouais, on apprend. Ouais? Ça s'apprend, non? Oui. Je sais pas, moi je te demande. Bah, je pense que mon opinion, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui. Ok, d'accord. Bah, parce qu'on ne naît pas parfaite connaissance comment on aime les autres. Je pense que déjà, en tant qu'être humain, nous sommes naturellement individualistes, égoïstes. Du coup, il faut apprendre. Une personne se sent aimée comment? Ça dépend de quel genre de relation, du coup. Une personne se sent aimée comment? Est-ce que j'aime plus les cadeaux? Est-ce que j'aime plus ceci? Tu peux apprendre à aimer une personne. Tu peux apprendre à aimer même... les gens que tu n'aimes pas. Bref, vous aurez compris, le livre « La dépression est un fléau » paru aux éditions Argent Livre. On met le lien dans le premier commentaire de la vidéo. Faites-y un tour. Surtout que j'ai beaucoup aimé ta technique d'écriture. Je te l'ai dit à Nof, mais je te l'ai dit ici aussi. J'ai beaucoup aimé la technique d'écriture, surtout qu'elle parle à bâton rompu, les petits sujets qui dérangent. Mais quand on a vécu 2 gourmands comme ça, là... On revient sur... Finalement, aujourd'hui, parce que ça, c'est une question que moi, je veux poser. Aujourd'hui, finalement, tu es en couple ou tu es célibataire? Je vais dire quelque chose de polémique, hein. Mais on est célibataire tant qu'on n'est pas marié. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même si tu as un copain, que tu es fiancé, pour moi, on est célibataire jusqu'au mariage. Bon, je vais préciser ma question. Voilà. Est-ce que Ivana, c'est un cœur à prendre? Oh, man. C'est une question simple, non? Ben... Cœur à prendre. Comment tu réfléchis si tu as un cœur à prendre? Que veut dire prendre? Ben, disons que je ne suis pas mariée, donc je suis célibataire. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que quelqu'un peut déposer sa candidature? Ouais, bon, quelqu'un peut déposer sa candidature, mais c'est très compliqué. Tu savez, le cœur est en chantier. Ce sera filtré. Filtré? Peut-être c'est moi qui ne pose pas bien la question. Est-ce que Ivana a un copain ou un petit ami? C'est ça ma question. Bon, Ivana n'a pas de copain. Ah, voilà! Donc, les gars, moi, vous donne déjà la technique. Hein. Dans son livre, là, il y a son numéro. Mais vous donne la technique. Donc, on va aller le livre. Ah ouais, bon, voilà, c'est ça que les gars veulent savoir. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Bon. Tu as raison. Elle a validé. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora? De plus en plus positif. Avant, c'était négatif. Oui. Mais ça s'améliore. Surtout quand je vois
un studio comme ça, Mhm. quand je vois des gens comme Valère, Mhm. et Amen, amen, on reçoit. Argent Livre, On reçoit, amen. quand je vois des gens comme, voilà, des écrivains Mhm. africains Mhm. ici en Europe, et des gens de plus en plus eux-mêmes. Mhm. Parce que c'est un défi. Hein. Je pense que la diaspora africaine se développe, apprend à s'accepter encore. Ouais, ça. Ici en France, comme en Allemagne aussi, on apprend à s'accepter. Et de plus en plus de gens de la diaspora réussissent et investissent dans leur Oui, pays. oui, oui. Mhm. Donc, c'est encourageant. Voilà. Yes, encourageant. J'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait, étant donné que ta mère est dans la pièce. Ouh. Carole, s'il y avait une question que tu voulais poser à ta fille, ça serait laquelle? J'ai posé une colle à la mère. Hein. J'adore ça. Allez, Carole, le peuple compte sur toi. Je voulais savoir si Ivana compte se marier et faire des enfants. Voilà, je répète ici parce que ceux qui sont, ils n'ont pas Mais- écouté. La question de la mère de Ivana, Madame Carole Owona, est celle de savoir est-ce que Ivana compte se marier et quand est-ce qu'elle compte faire des enfants? Bon, le mariage. C'est un sujet très. Voilà. En fait, si le bon arrive, oui, pourquoi pas. Hmm. Mais je ne suis plus vraiment dans cette mentalité de. Je ne suis plus fixée sur ça. Mhm, Parce qu'à un moment donné, j'étais trop fixée et mhm. Et ça n'a rien c'est donné. pas bon. Ok, ok, Vraiment, ok. ni pour la santé mentale. Je Oui. suis tranquille. Ouais. Vraiment à l'aise comme je Mhm. suis. Mais si quelqu'un de capable. Aïe, arrive- aïe, aïe. Capable. Ouais. Du coup, oui. On verra. D'accord. En tout Selon cas, la personne. elle est prête pour le mariage. Enfin, elle dit si la personne est capable. Bon, Ivana, dernière question. Si tu devais aller dans un restaurant, Mhm. dîner avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? Waouh. Il y a beaucoup de gens. Hein. Non, j'ai dit 3. Maintenant, 3. c'est toi qui vas gérer les problèmes après. Et j'ai même pas le temps pour réfléchir. Mince. Je pense que j'inviterais. Genre, si je peux inviter quelqu'un et la personne vient vraiment, je veux parler avec Trump. Ah oui. Pourquoi Hmm. Trump? Il est quand même fascinant comme personne. Je confirme. Je Il est confirme. quand même fascinant comme personne. Et je pense qu'il peut être assez drôle. Donc, Hmm. pour avoir une vision un peu plus humaine de lui. Oui. Hmm. Mais il est inspirant. Deuxième personne, ce serait... Bon. En fait, si je cite les gens, c'est pas sûr que on connaît qui c'est. Non, vas-y. Hein. C'est une dame, elle s'appelle Candace Owens. Mhm. C'est une américaine et elle fait elle dit beaucoup de vérité. Et elle est une afro-américaine, Mhm. mais elle n'est pas la typique afro-américaine. Mhm. C'est-à-dire que la femme noire qui se bat pour Black Lives Matter, elle est pas comme ça. Elle, son opinion, elle dit limite que le racisme, c'est un problème secondaire. Sur les vrais problèmes, c'est du n'importe quoi. Elle dit que cette histoire de se plaindre du racisme, c'est n'importe quoi. Donc, c'est aussi une personnalité politique, assez politique, que j'aimerais bien parler avec elle, Mhm. pour voir un peu une femme noire différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Troisième personne, alors là, vivante ou morte. Pourtant j'y ai pensé, cette question-là, à un moment donné. Mhm. Mais j'ai oublié les gens que je... Peut-être quelqu'un de la Bible aussi. Mhm. Je dirais la reine Esther. Ah ouais? Ouais, la reine Esther. Pourquoi? Trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ok. Tu réponds direct en un mot. Ton plus gros défaut.
Bien, tu n'as pas de défaut. Trop self-conscious. Je ne sais pas comment dire ça en français. Consciente. Je fais trop attention. Ah, ok. Trop Fais trop attention. attention. Trop contrôle. Ah, Voilà. trop de Contrôle. self-control. Ok, Voilà. ok. Et ta plus grande qualité? Ne manque pas. Hein. C'est ta mère va nous dire c'est vrai ou pas. Wow. Ma plus grande, même Ouais. pas une seule comme ça. Bon, ta qualité, la Une qualité, tu vois, oui. Une qualité. Honnête. Ah, bravo. Top. Ben écoute, merci beaucoup de t'être livré à nous. Pas de quoi, merci. Je recommande vivement le livre La dépression est un fléau. Si c'est pas pour toi, ça sera peut-être pour un ami, pour un frère, pour une soeur, même peut-être pour ton enfant, peut-être pour ton mari, pour ta femme, même pour ton goumen, on ne sait jamais. Tu vois. Donc, Ivana, s'il y a un dernier message que tu aimerais adresser à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, ta caméra, elle est là, ça serait lequel? Oui. La dépression, c'est pas quelque chose de honteux. C'est quelque chose on ne voit pas forcément. Le cas de Liam Payne, un des chanteurs de One Direction, personne n'aurait pensé. Et beaucoup de stars. Donc, allez acheter ce livre, au moins pour une personne, vous ne saurez jamais qui vous aider en parlant et en donnant ce livre. Donc, mais aimez les autres aussi. Bref, trop d'amour. Merci beaucoup, Ivana. C'était Valère Bélias et Ivana Oona sur le podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la voix aux auteurs, mais pas n'importe lesquels, les auteurs qui écrivent pour impacter. Donc, si jamais, comme Ivana, tu souhaites impacter les générations présentes et futures au travers d'un livre, rendez-vous sur argentlivre.com. Le programme Plume d'élite est là pour vous servir. Merci à la régie avec Ayman Kamga. Merci à toi de nous avoir écoutés. Merci à Carole de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. CRS Jeans, GBS Music. c'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre, Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Ou s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain.
Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que maître me décote dans la salle? Oui. Ok, super.